Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller spécial festival du premier roman où ce soir nous avons la joie d'accueillir Capucine Delattre qui a sorti le 20 août dernier pour la rentrée littéraire un fabuleux livre qui s'appelle Les Déviantes aux éditions Belfond et pour l'interroger ce soir nous avons Céline Bory de la librairie Trarieux à Tulle. Avant de vous laisser la parole mesdames, je vais juste rappeler les petites règles, c'est-à-dire que nos amis lecteurs peuvent poser des questions à Capucine par mon intermédiaire en utilisant le petit onglet Converser en bas dans la barre de menu. Mesdames, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Alors, Capucine, bonjour, je suis ravie d'être avec toi. Et bonjour, et moi aussi, je suis très ravie d'être ici avec toi. Alors, dis-moi un petit peu où tu es là actuellement. Alors, donc là, je suis chez moi à Paris. Je viens d'avoir cours vraiment parce que donc, je suis étudiante en master et en ce moment, tous mes cours sont en ligne. Donc, je passe beaucoup de temps chez moi. Et voilà. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ton roman en quelques mots? Bien sûr. Alors, donc, Les Déviantes, qui est mon premier roman, c'est avant tout l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anastasia, qui a 29 ans et qui travaille dans une grande entreprise avec un poste à responsabilité très prestigieux, très reconnu, et qui en fait se pose pas trop de questions dans la vie, qui a suivi un parcours de réussite très classique, jusqu'au jour où en fait elle se découvre atteinte d'un cancer du sein très agressif. Et là, pour elle, ça va être une forme de déchéance, dans le sens où tout ce sur quoi elle a bâti sa réussite, à savoir l'argent, le travail, tout ça, va s'arrêter puisqu'elle arrête de travailler. Et donc, elle va se retrouver à se poser des questions qu'elle ne s'était pas forcément posées auparavant, notamment qu'est-ce que c'est que la réussite? Est-ce que vraiment j'ai réussi? Qu'est-ce qu'il me reste maintenant que finalement ma santé n'est plus là? Et ça va en fait lui permettre de s'ouvrir à d'autres problématiques, notamment d'autres ambitions, d'autres rêves, et d'autres femmes autour d'elle qui traversent également des moments de transition, de doute. Donc sa meilleure amie, avec qui elle a un peu perdu contact, qui s'appelle Iris, et qui est quelqu'un pareil, dans une logique très de réussite classique, de prestige social, et qui, elle, en fait, se pose des questions par rapport à son couple, puisque donc, elle est dans un couple un peu parfait, un peu idéalisé, mais elle réalise qu'elle s'ennuie beaucoup. Et également la petite sœur de Nastasia, qui est beaucoup plus jeune, qui a 18 ans, et qui est en fin de terminale. C'est une très bonne élève, et tout le monde autour d'elle s'accorde à dire qu'elle va faire de grandes études, sauf que Lolita, son truc serait plutôt de voyager, d'avoir une vie sans contraintes, sans forcément de pression. Et donc voilà, c'est ces trois jeunes femmes qui sont à des carrefours de leur vie, bien qu'ils soient différents, vont pouvoir se rencontrer, se réunir, dialoguer et ensemble réfléchir à des possibilités nouvelles de bonheur ensemble. D'accord. Et donc, avant de rentrer vraiment dans le cœur du roman, est-ce que le titre, Les Déviantes, ça a été vraiment un choix comme ça qui t'est venu spontanément? Est-ce que tu as tout de suite Ouais. Ouais, le titre. Parce que c'est vrai que quand on parle de déviance, ça peut être péjoratif, mais en fait, c'est aussi dévier, donc aller sur un autre chemin. Oui, exactement. En fait, à l'origine, j'avais juste l'idée de virage dans la tête. C'est comme ça que le document s'appelait. Et puis, en fait, très vite, j'ai eu ce mot de déviante qui est venu, évidemment, puisqu'on a le sens très péjoratif du mot. Enfin, quand on traite quelqu'un de déviant, c'est vraiment pas sympathique. Mais aussi pour cette idée avant tout de déviation, finalement, qui est une espèce de virage extrêmement intense. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur ce double sens du mot déviante. Parce que quand on lit le titre du roman, on se dit, mais de quoi ça va parler? De criminel, de quelque chose du genre. Alors qu'en fait, pas du tout. Et ce que j'ai essayé de faire, humblement, c'est de travailler sur ce double sens et de finalement mettre en valeur davantage un deuxième sens peut-être plus noble de la déviance comme quelque chose qui se rapprocherait davantage d'une forme d'audace, de courage et d'émancipation que d'une forme de péché ou de faute. Et en fait, le terme de déviante me paraît très approprié à l'histoire, dans le sens où il exprime à la fois l'émancipation et la libération que ressentent les héroïnes en se posant toutes ces questions-là, mais aussi le jugement social dont elles savent qu'il va finir par leur tomber dessus si jamais elles dévient un peu trop, si jamais elles s'échappent un peu trop de la norme. Il y a une forme d'ambiguïté et aussi une forme d'ironie, puisque parler des déviantes, ça pose la question de jusqu'à où elles peuvent dévier et si vraiment elles peuvent vraiment devenir des déviantes. Si finalement on n'est pas toujours bien dans une certaine conformité à certains standards sociaux.
Et est-ce que tu penses justement qu'il faut à un moment donné dans notre vie, comme tes trois héroïnes, prendre vraiment ces décisions-là, arriver justement à dévier de sa route si on ne se sent pas bien dans sa vie? Est-ce que justement ça t'a inspiré de voir peut-être des gens autour de toi qui finalement étaient pas bien dans leur vie, mais qui n'osaient pas forcément sauter le pas et tout changer? Absolument. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une infinité de minuscules petites déviations qui sont possibles chaque jour dans une vie. Puis après, il y a les grosses décisions qui changent une vie, les choix d'études, les mariages, les voyages, les enfants, toutes ces choses. Et oui, moi, clairement, en tout cas, je pense que mon expérience personnelle et les questions qui me traversent ont beaucoup joué là-dessus, dans le sens où je suis étudiante et je suis forcément à un moment où beaucoup de choix importants se font, où on reçoit un certain nombre de messages très, très angoissants, du style si tu fais ça, il t'arrivera ça, si tu choisis tel itinéraire, tu seras bloqué. Et c'est vrai que finalement, ce roman, c'était un peu ma thérapie, dans le sens où je pouvais quelque part avoir un laboratoire humain avec mes personnages et peut-être projeter une Anastasia qui pourrait être une version de moi ou de mes amis dans 10 ans, une Lolita qui pourrait me ressembler, et quelque part expérimenter et faire se confronter toutes les potentielles décisions que moi je pourrais rencontrer ou que d'autres pourraient rencontrer. Et oui, très clairement, en ce moment, je trouve qu'on est très confronté sur les réseaux sociaux à cette histoire de tout plaquer pour changer de vie, de changement de rotation professionnelle. Et ça m'intéresse beaucoup, ça me parle beaucoup. Je pense que c'est une bonne chose qu'on parle de ça, qu'on s'autorise à avoir ce débat-là. Mais aussi, et c'est ce que j'essaye de montrer dans le roman, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément faisable, c'est pas forcément évident, d'autant plus quand on est une femme, quand on est jeune, quand on n'a pas forcément de sécurité financière. Enfin voilà, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte qui font que c'est pas forcément facile de dévier, d'échapper à certaines normes sociales. Et justement, c'est vrai que ton roman, donc, il laisse très peu de place aux hommes, vu qu'on va suivre, voilà, vraiment ces trois femmes. Est-ce que tu le qualifierais de roman féministe? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, j'avais prévu 5 personnages principaux, dont 2 hommes. Ça s'appelait Les Déviants. D'accord. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que les personnages qui, d'une part, m'intéressaient le plus et se répondaient le mieux, c'était les personnages féminins. Et du coup, les personnages masculins ont disparu de ce roman-là. En tout cas, ils ont acquis un autre rôle. Et en fait, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était d'étudier l'intersection, finalement, entre, on va dire, l'idée de base de la réussite sociale et le fait d'être une femme, et les pressions particulières qui passent sur le fait d'être une femme. Et à ce titre, le roman est absolument féministe, dans le sens où il se concentre sur le vécu des femmes, il essaye de mettre en lumière les obstacles qu'elles rencontrent spécifiquement parce qu'elles sont femmes, et aussi les atouts, les forces sur lesquelles elles peuvent miser. Notamment, je travaille beaucoup sur ce concept de sororité, qu'on entend de plus en plus en ce moment, parce que je crois vraiment qu'il y a une expérience commune entre les femmes, une espèce de ressenti commun, une forme d'empathie qu'on développe et qui peut vraiment être une forme très très puissante. Et c'était d'autant plus important pour moi d'aborder ce sujet-là que souvent, voilà, on a tendance à avoir cette vision très, très négative des amitiés féminines, à dire que entre les filles, c'est plus compliqué, entre filles, il y a du commérage, de la compétition. Alors qu'au contraire, moi, vraiment, dans ma vie, j'ai été très, très soutenue, très portée, très écoutée par mes amis IES. Et j'avais envie de consacrer un roman, notamment à la question de l'amitié féminine, qui finalement est souvent très, très mise de côté. Donc oui, indéniablement un roman féministe. Après, c'est pas un roman militant dans le sens où mes héroïnes, elles ont des défauts, elles ont des questionnements sans réponse, elles font comme elles peuvent, etc. Et c'est pas un précis de militantisme, c'est pas un essai philosophique avec des réponses dedans. Il est juste, on va dire, féministe dans le regard que je pose sur mes héroïnes et dans la façon qu'elles ont de faire l'expérience du monde autour d'elles. D'accord. Et là, justement, je pensais donc ces trois femmes très différentes. Tu t'es sentie plus proche de laquelle, si tu t'es sentie proche en particulier d'une?
On pourrait penser que c'est peut-être de Lolita, étant donné qu'elle a à peu près ton âge. Mm. Alors, c'est vrai que la plupart de mes lecteurs imaginent, et à juste titre, que je suis très proche de Lolita parce que voilà, on a le même âge, j'ai pu être dans des situations similaires à elle au moment où j'ai eu mon bac. Après, c'est vrai que je me sentais bien plus proche d'Anastasia et Iris, alors qu'elles sont plus âgées que moi, enfin, elles ont 10 ans plus que moi. Et c'est elles qui m'ont le plus touchée. D'ailleurs, c'est pas un hasard si je leur consacre plus de temps dans le roman. Parce que finalement, elles sont comme une version exacerbée des questionnements que j'ai déjà. Anastasia, des questionnements que je peux avoir sur ce qu'est la réussite sociale et professionnelle. Iris, sur les questionnements que je peux avoir sur ce qu'est la réussite dans un couple, la réussite sentimentale. Et c'est un peu comme des grandes projections qui me dépassent un peu et des personnages qui ont vraiment développé une personnalité propre au-delà de la mienne. Et à ce titre, elles m'intéressent, elles me fascinent, elles m'inquiètent, elles me touchent. Et c'est pas forcément des personnages avec qui je pense que je serais amie dans la vraie vie. Oui. Mais c'est des personnages qui me posent question et avec qui j'ai envie de passer du temps de façon fictive, en tout cas dans mon écriture. D'accord. Et c'est vrai que j'ai senti, moi, ce qui m'a vraiment marqué quand j'ai lu ce roman et donc que j'ai vu que tu étais quand même très jeune, c'est qu'il y a une grande maturité vraiment dans l'écriture et comme tu dis, on voit qu'il y a une grande réflexion, que vraiment tu es allé au fond des choses pour voilà, réfléchir et même à leur vie à travers ces trois femmes. Et cette maturité, finalement, elle vient d'où? Vaste question. Je dirais que c'est le propre de la littérature, de la fiction, d'arriver à se projeter dans des personnages qui ne sont pas nous, dans des situations qu'on n'a pas vécues. Il y a plusieurs choses. Déjà, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions tout le temps. Je suis passionnée par vraiment les gens. J'adore parler avec des amis, des inconnus, de leur vie, de leurs questionnements. Et je suis un peu une éponge d'informations. Je lis beaucoup, je lis des articles, je lis des romans, j'écoute des podcasts. Et donc, c'est vrai que voilà, j'ai toujours, c'est très cliché à dire, mais je suis passionnée par l'humain, si on peut dire. Ensuite, je passe beaucoup de temps avec mes personnages dans ma tête, on va dire. Avant d'écrire, vraiment, je passe du temps avec eux, j'essaye de penser à eux, de les projeter dans différentes situations, de me dire comment réagirait Anastasia dans telle situation, et Iris, elle penserait quoi de tout ça. Et finalement, d'arriver à un stade où je connais le personnage et où je peux finalement le laisser se déployer et avoir une vie propre et des réactions qui me surprennent. Enfin, ça a l'air un peu mystique quand j'en parle comme ça, mais finalement, quand j'écris, d'entrer dans une espèce ouais, de communion avec elles et de les laisser réagir telles que je les ai imaginées. Et puis au-delà de ça, bah, c'est vrai que je travaille sur, comment dire, je m'intéresse à des thématiques qui sont parfois sombres et qui peuvent surprendre, étant donné que voilà, je suis quelqu'un de jeune et qu'on ne s'attendrait pas forcément à ça. Mais c'est des choses qui me touchent personnellement, qui m'ont beaucoup touchée dans ma vie. J'ai pas vécu précisément ce que vivent mes personnages, mais en tout cas, clairement, il y a une part de vécu et d'intérêt personnel pour ces thématiques-là qui fait sans doute que j'ai une connaissance de ce dont je parle et peut-être une forme de maturité, oui. Ouais. Je pense justement le roman démarre avec l'annonce donc de la maladie donc d'Anastasia qui est atteinte d'un cancer du sein et c'était important pour toi que justement ce soit cette maladie-là qui vienne finalement tout chambouler, être le point de départ d'une autre vie en fait pour Anastasia et ses amis. Mm. En fait, c'était vraiment important pour moi d'écrire sur le thème de la maladie, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon parcours d'adolescence. Et de réfléchir à la maladie au-delà de l'expérience intime qu'on peut en faire, dans le sens où quand on est malade, on a vraiment un nouveau statut dans la société, on a un regard nouveau, on a une pression nouvelle, enfin, c'est vraiment un état très, très, très particulier qui peut déclencher tout un tas de questionnements comme une espèce de mise à l'épreuve.
Et ça m'intéressait finalement de parler vraiment de la maladie, hein, de la traiter, de la prendre avec sérieux, avec délicatesse, mais aussi d'en faire un point de départ pour autre chose et de la dépasser. Dans le sens où Anastasia est malade, elle l'est vraiment et on en parle et on le prend au sérieux, mais elle est davantage que ça. Elle n'est pas que malade, elle ne se résume pas à sa maladie. Et sa maladie, finalement, c'est juste le catalyseur de questionnement qui lui préexistait. Et après, pour ce qui est du choix particulier du cancer du sein, c'est vrai que je trouvais ça intéressant. Enfin, il y a un petit passage qui en parle, mais d'avoir cette maladie qui s'attaque au sein, qui est un symbole ultime de féminité, et qui s'attaque vraiment directement à sa féminité, puisque il y a une possibilité, à un moment qui évoquait qu'elle subisse une mastectomie. Le cancer va aussi menacer sa fertilité, donc ça va être tout un sujet de savoir est-ce que pour elle c'est important ou pas, parce qu'en fait, c'est plus important pour ses médecins que pour elle. Et donc voilà, j'ai essayé de travailler la maladie à la fois comme une expérience personnelle, intime, mais aussi une expérience sociale, presque sociologique, et enfin avec sa dimension symbolique comme une espèce de perturbateur majeur dans une vie, et aussi quelque part comme une attaque à la féminité d'Anastasia, à son individualité. Et donc, au niveau de ces trois femmes donc, qui finalement sont mal dans leur vie, donc pour des raisons différentes, tu as évoqué effectivement Iris qui était mal dans son couple, voilà, bon, bah, Anastasia qui se rend compte que finalement son boulot n'est pas ce qu'elle espérait, Lolita qui rêve d'être une artiste, de voyager, voilà, plutôt que de faire de grandes études. Donc, on se dit, on sait qu'il y a quand même, on en parle beaucoup, une pression sociale. Cette pression, tu ne penses pas qu'on se la met aussi beaucoup à nous-mêmes? Que c'est nous-mêmes qui nous mettons cette pression. Bien sûr, elle vient de l'extérieur aussi, mais est-ce que nous-mêmes, on n'est pas vraiment... enfin, oui, on ne se met pas cette pression au quotidien et que... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que je me suis beaucoup posé la question en lisant ton roman et en suivant le parcours de ces trois femmes. Bien sûr, en fait, on l'intériorise en fait. C'est-à-dire que, comme tu le dis, la pression elle est extérieure, mais on va l'internaliser, on va la faire nôtre et finalement, on va perdre conscience de ça. C'est-à-dire qu'on va avoir toutes ces injonctions qu'on va se faire, mais de façon totalement inconsciente, sans s'en rendre compte. Et c'est bien pour ça que mes personnages au départ ne se rendent pas compte de toute la pression qu'elles se mettent sur elles-mêmes, qu'elles vont avoir besoin de dialoguer, de se retrouver ensemble, d'être dans cette situation vraiment de crise intime pour arriver à dépasser ce carcan d'injonction, de pression qu'elles ont internalisé bien malgré elles. Après, voilà, ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est construit, c'est que ça vient pas d'elle et surtout c'est dépassable. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais oui. Et on voit bien que souvent, la personne la moins bienveillante avec soi-même, c'est soi-même et qu'on est sur-juge, qu'on n'est pas du tout objectif quant aux accomplissements qu'on a, qu'on se juge avec beaucoup de sévérité. Enfin, je pense notamment à Iris, qui vraiment qui s'ennuie avec fiancé, qui est malheureuse avec lui, qui n'arrive plus à se projeter heureuse avec lui, et qui pourtant se dit non, mais c'est tout ce que tu mérites, tu ne vaux pas mieux, si tu n'es pas avec lui, tu ne vaudras plus rien, les gens vont se détourner de toi. Donc elle va avoir des pensées vraiment extrêmement violentes envers elle-même, dont elle n'arrive plus à se détacher, mais dont on voit bien qu'elles ne sont pas naturelles, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent de tout un idéal du couple hétérosexuel, voilà, qui ne vient pas de nulle part, qui lui a été enseigné, qui lui a été inculqué. Et donc voilà, c'est compliqué parce qu'elle navigue tout le temps entre ce double niveau, d'un côté des injonctions sociales qui sont peut-être plus floues, plus vicieuses, moins saisissables, et de l'autre, ces injonctions personnelles, cette petite voix intérieure qui est vraiment très, très vive, très, très présente, et dont on peut avoir l'impression qu'elle résume toute notre personnalité, alors que pas du tout. C'est juste un aspect construit qu'on peut dépasser. Et finalement, ce livre qui, au départ, quand on commence, peut paraître finalement très sombre, c'est un vrai espoir.
parce que on voit ces trois femmes qui dépassent leur peur, on les accompagne et en plus, je trouve que c'est des personnages à qui on peut vraiment s'identifier parce que je pense que on va tous vivre, on a tous vécu à un moment donné des situations comme ça, que ce soit au travail, que ce soit dans le couple, et des situations où on veut changer les choses, mais il y a cette peur, voilà, qui nous en empêche un peu. Puis finalement, un jour, il y a ce déclencheur-là qui arrive. Est-ce que toi, enfin, on a tous un peu des idéaux. Est-ce que en construisant tes personnages, tu as pensé à une ou plusieurs femmes en particulier qui t'inspirent? Alors, j'ai plein de choses à dire. Déjà, oui, par rapport à ce que tu disais sur le côté très sombre du début du roman, moi, c'est vraiment quelque chose. Enfin, j'aime énormément les histoires qui démarrent dans quelque chose de sombre, de triste, et qui vont vers la lumière, qui vont vers l'espoir, parce que finalement, enfin, ça va être très cliché ce que je veux dire, mais c'est comme ça que ça se passe dans la vie, en fait. Et l'idée de rebondir me parle beaucoup, donc ça me fait plaisir que tu le vois. Ensuite, oui, par rapport aux personnages auxquels je m'identifie, c'était important en fait pour moi aussi d'avoir des personnages euh, pas réels, mais en tout cas réalistes, crédibles, auxquels on pourrait s'identifier facilement. J'avais pas envie d'avoir des super-héroïnes qui font des trucs incroyables, qui partent faire le tour du monde, qui gagnent des sommes monstrueuses, ou qui font je ne sais quoi. J'avais envie que tous mes lecteurs et toutes mes lectrices puissent s'identifier et rattacher ce qu'elles vivent à des choses qu'on a expérimentées concrètement. Et je pense vraiment on a tous vécu quelque chose parmi tout ce qui est décrit dans le roman, que ce soit les relations de couple où on est heureux, mais en fait, est-ce que vraiment ça nous suffit? Que ce soit le job où finalement, mais est-ce que vraiment c'est ce qu'on voulait? Ou les ambitions professionnelles, mais est-ce que vraiment c'est celle qu'on avait choisie? Et voilà, c'est important pour moi d'avoir finalement des histoires très, très intenses, mais aussi très, très, très quotidiennes, qui restent réalistes. Et enfin, par rapport au modèle féminin, c'est une question compliquée parce que le roman parle quand même avant tout de l'intime, de choses très privées, et c'est pas forcément quelque chose. On n'a pas forcément accès à ce côté-là de la vie, on va dire, des grandes figures politiques, littéraires, qu'on peut avoir en tête. Donc en fait, moi, les femmes auxquelles je pensais, les femmes qui m'intéressent, c'était plutôt des personnes de mon entourage. C'est vraiment, encore une fois, c'est très cliché, hein, mais voilà, de penser à mes amis, de penser aux femmes de ma famille, de penser à mes souvenirs avec elles, c'est vraiment elles qui m'ont portée et qui m'ont inspirée, davantage que des personnalités peut-être plus connues, plus célèbres, même si évidemment, il y en a beaucoup que j'admire énormément des écrivains. Et voilà, c'est vrai que pour le roman, j'étais plus touchée et inspirée par des personnes que je connais directement et avec qui j'ai pu finalement avoir ces conversations-là très profondes, aller creuser ensemble ces thématiques parfois douloureuses, mais aussi parfois très riches, très enrichissantes. Donc voilà, plutôt des... C'est un peu la réponse que j'espérais, parce que voilà. je me disais, oui, je pense que voilà, ça a beaucoup été dans son entourage. Quand on le lit, on sent ça, oui, quand même, voilà, que c'est très intime et que sûrement, voilà. Parce que je pense que ça aurait été faux d'aller vouloir, je sais pas, faire une espèce de calque de grandes héroïnes de l'histoire qui ont des parcours passionnants, hein, et vraiment, j'ai adoré lire ces histoires-là et ça m'a beaucoup inspirée. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce que je voulais raconter. Moi, j'avais envie d'avoir quelque chose de plus intime, finalement, de plus proche de ma réalité à moi. Donc c'est vrai que c'est un roman très lumineux, voilà, qui donne envie de tout changer dans sa vie. J'avoue que quand je l'ai lu, on se pose beaucoup de questions en fait quand on lit ce livre. Et ça, c'est vraiment très important. Je pense la littérature, c'est fait pour divertir, mais c'est fait aussi pour se questionner. Et c'est vraiment ça aussi que tu recherchais, à la fois ce divertissement, mais c'est ce questionnement pour que tes lecteurs puissent se remettre en question et peut-être avancer dans une période de leur vie qui est pas terrible en ce moment. Oui, mais absolument. Et moi c'est pour ça que je suis une grande lectrice. J'aime beaucoup, beaucoup la fiction. Et c'est vrai que parfois, les gens peuvent dire, mais pourquoi tu lis de la fiction? C'est des histoires qui n'existent pas. Qu'est-ce que tu apprends? Mais en fait, ce que j'aime énormément dans la fiction, c'est le fait que donc, ce sont des histoires pour de faux, on va dire, mais dans lesquelles on se projette inconsciemment.
quand on raconte une sorte de fiction, on ne dit pas tout, on raconte juste un instant T de la vie des personnages. Et donc le lecteur, inconsciemment, va s'identifier, va se projeter, va combler un peu je sais pas, les silences ou les ellipses de l'histoire avec son expérience à lui. Et vraiment, la littérature a quelque chose d'extrêmement cathartique en ce sens, qui en tout cas, moi, m'a vraiment beaucoup porté. Enfin, vraiment, j'ai lu des romans comme ça, avec des histoires qui vraiment, a priori, ne me concernaient pas du tout, mais qui ont été de véritables inspirations dans ma vie. Et donc, à ce titre, je serais très, très honorée et flattée si, si mon roman pouvait inspirer des lecteurs, pouvait les toucher et les pousser peut-être à se questionner, à dialoguer, à échanger et à prendre de nouvelles orientations. Et là, tu évoques des romans qui t'ont vraiment marqué. Tu as quelques exemples à me donner ou pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, je pense notamment à un roman américain qui est sorti en français aux éditions Gallmeister, qui s'appelle Dans la forêt, écrit par Jean Hagen. Land. Qui est donc cette histoire qui, a priori, n'a rien à voir avec notre vie, dans le sens où c'est un récit post-apocalyptique, l'histoire de deux sœurs qui survivent dans leur maison perdue dans la forêt, avec vraiment plus aucun lien avec l'humanité. Donc, quelque chose qui ne correspond pas trop à ma vie, moi, dans mon appartement parisien. Et pourtant, en fait, ça m'a énormément inspirée, touchée, révoltée, indignée, parce que ça parle de qu'est-ce qui vaut la peine de rester en vie, pourquoi on est en vie, comment on aime, pourquoi on aime, qu'est-ce qui nous reste quand tout disparaît, enfin des choses qui finalement sont aussi peut-être un peu dans les légendes quand j'y pense, des choses très, très universelles comme ça, d'autant plus frappantes que on est surpris et ému de voir que on peut les retrouver dans des histoires aussi éloignées de la sienne. Donc voilà, ça c'est un roman auquel je pense. Après, je cite souvent aussi Annie Ernaux, qui elle écrit des choses très autobiographiques, enfin, même carrément autobiographiques, et qui a des réflexions vraiment extrêmement pertinentes et extrêmement touchantes sur la féminité, la mémoire, le fait d'être un individu dans une société, et ça m'a beaucoup... J'ai lu Mémoire de fille à 17-18 ans et ça m'a fracassée. Et quoi d'autre? Oui, j'aime beaucoup un roman d'Aragon, Aurélien, qui est un classique, et qui questionne justement cette idée de l'absolu, de l'idéal, de est-ce qu'il vaut mieux vivre selon des rêves, des attentes, des projections? Est-ce qu'il faut se satisfaire de ce qu'on a? Est-ce qu'on peut inventer sa vie? Enfin, c'est un roman, bon, c'est magnifique, c'est sublime, c'est un chef-d'œuvre, tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai qu'il y a cette thématique de l'absolu qui est finalement aussi assez présente dans les textes que je peux écrire. Donc voilà, c'est ma petite liste de recommandations de lecture très éclectique. Super. Et est-ce que tu penses qu'on peut, pour accéder, on va dire, à un potentiel bonheur, hein, parce que là, sinon, on part dans des considérations philosophiques, du bonheur. Oui, voilà. Est-ce que on peut finalement, vraiment, le mot qui m'est venu, c'est oser. Oser vraiment, oser l'idéal, en fait, le bonheur. Est-ce qu'on peut oser? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Même en tant que femme, parce que finalement, on se dit les hommes oseraient plus, nous, on va peut-être plus effectivement nous juger, se dire, oui, mais bon, quand on a une famille, quand on a. Mais est-ce que tu penses qu'il faut quand même aller vers cet idéal, quitte à tout envoyer valdinguer un peu parfois? Moi, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop aimer quand les termes du genre il faut que faites ça, faites ci. Enfin, j'ai pas du tout envie de raisonner en termes d'impératif ou d'injonction puisqu'on en a déjà assez comme ça. Donc, je pense pas que le roman cherche à dire il faut oser, il faut dévier et tout, parce qu'il y a des personnes qui en fait sont déjà très bien dans leur vie et c'est super, tant mieux. Oui. Après, oui, clairement, le message que je veux porter, si un message que je veux porter, c'est un message d'indulgence, de bienveillance, d'encouragement. En gros, l'idée que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a, que chacun se débrouille, que le plus important, c'est vraiment de... Enfin, ça peut paraître très cliché ce que je dis encore une fois, mais c'est de ne pas se juger, de ne pas se comparer, de ne pas chercher à plaquer des grilles de lecture sur la vie d'autres dont on ne sait finalement pas grand-chose.
et de toujours soutenir les initiatives des autres, de toujours être dans une logique d'empathie. C'est vraiment quelque chose qui me manque, je trouve vraiment aujourd'hui, l'idée d'empathie, de juste s'arrêter et de considérer que peut-être ce qui compte pour l'autre n'est pas ce qui compte pour soi-même et que c'est pas très grave en fait, que l'important c'est juste de voir les autres s'épanouir. Donc s'il y a quelque chose que je porte avec le roman, c'est cette idée-là d'empathie, juste de support, dans le sens anglais, de support each other, d'être heureux de ce que font les autres, de ne pas chercher à se projeter, à être en compétition, c'est vraiment quelque chose qui me parle très peu, et d'encourager tous les mouvements d'audace, d'initiatives qu'on peut avoir autour de soi, d'autant plus quand ils viennent de personnes dont on sait qu'elles sont en difficulté particulière parce qu'elles sont femmes, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont pauvres, parce qu'elles sont... Enfin, tout un tas de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Donc voilà, pas d'absolu, pas d'injonction, mais des encouragements et peut-être des petites... oui, des petites lueurs de bienveillance, c'est ce que j'aimerais apporter en tout cas. Ben, c'est ce que tu portes très bien, moi, je trouve, dans ton roman, parce que finalement, c'est comme tu le dis aussi, voilà, chacun fait avec ce qu'il peut et avec ce qu'il a, et finalement, des fois, c'est les petites actions qui, voilà, petit à petit, une petite action plus une petite action vont en faire une grande et vont faire que, voilà, si on est bienveillant les uns envers les autres, voilà, on peut arriver à faire de grandes choses finalement, mais en étant soudés et en vraiment restant voilà, tous ensemble comme ces trois femmes qui vont vraiment se tenir la main et avancer pour aller plus loin. Oui, et puis ça n'a pas à être de grandes choses en fait. Il n'y a pas besoin de faire la révolution pour être plus heureux. Parfois, ça ne tient à pas grand-chose. Et c'est quelque chose que je trouve assez beau aussi. Mesdames, je ne voudrais pas C'est vrai. Je voudrais juste vous dire que j'ai beaucoup de questions. Et avant de passer aux questions, je suis désolée de vous couper comme ça. Est-ce que Céline, tu pourrais juste baisser un petit peu ton son? Parce que d'un coup, ton son est très fort et on a un retour. Est-ce que tu peux juste baisser un petit peu le volume de ton son si c'est possible? Ouais, là, je l'ai baissé. Parfait, merci. J'ai une première question, Capucine, de la part de Béatrice. Comment décide-t-on, quand on est étudiante, d'écrire un roman? Et depuis quand écris-tu? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours voulu écrire. Vraiment, dès toute petite, je disais que je voulais être écrivaine. On me répondait, oui, oui, c'est ça, c'est mignon. Mais j'ai toujours beaucoup écrit. Quand j'étais au collège, j'écrivais des pièces de théâtre, des nouvelles, des réécritures de contes de fées. C'était vraiment un truc qui me portait déjà. J'écrivais un journal intime, évidemment. J'ai des archives comme ça, de cahiers où je racontais toute ma vie. Donc voilà, l'écriture est toujours un truc qui m'a beaucoup, beaucoup plu, beaucoup animée. Et j'ai commencé à écrire des romans en fin de collège, début de lycée. Donc à l'époque, c'était vraiment pas brillant, mais j'avais déjà cette envie-là d'avoir des romans que j'achèverais, des projets que je mènerais à terme. Et c'est vrai que l'ambition d'être publiée a toujours été présente. Il y a plein de personnes qui écrivent juste pour elles-mêmes, et c'est super, c'est très bien, c'est tout aussi légitime. Mais moi, j'avais vraiment envie de trouver des lecteurs, de parler à des inconnus, de toucher des gens que je ne connaissais pas. Et en fait, il s'est trouvé qu'à un moment, j'ai écrit un roman que je trouvais un peu moins mauvais que les autres. Et là, je me suis dit, écoute, tente. De toute façon, tu as 18 ans, donc au pire, si tu te fais rejeter de partout, c'est pas très grave, tu auras le temps de t'y remettre. Et donc, ça a été un autre roman qui n'était pas Les Déviantes et que j'ai envoyé. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une personne qui allait devenir mon éditrice chez Belfond et à qui j'ai parlé de mon idée de roman pour un truc qui s'appellerait Les Déviantes. Et elle m'a dit, écoute, ça me plaît bien, envoie-le-moi quand tu auras un peu écrit. Et donc, je lui ai envoyé 2 mois plus tard les 5 premières pages des Déviantes, 50 premières pages à peu près. Et là, elle m'a répondu, on publie. Et donc, ça s'est fait comme ça. Après, j'ai achevé le roman quand même, c'était important. Mais donc, voilà, ça a été quelque chose d'assez fluide, d'assez organique et qui reposait avant tout sur une très belle rencontre avec mon éditrice, avec qui on a eu un petit coup de cœur amical. Donc, voilà, ça a été la voie classique, traditionnelle de l'envoi par la poste. Et puis après, voilà. Il y a eu un déclic pour que tu ailles jusqu'à la poste envoyer ton manuscrit ou ça s'est fait naturellement? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur pour sauter le pas? C'était quelque chose dont je rêvais depuis tellement longtemps, qui faisait tellement partie de moi depuis des années qu'il n'y a pas tellement eu de déclic. J'ai vraiment l'impression de m'être construite avec ça. C'était mon ambition numéro 1, c'était vraiment l'objectif que j'avais. Et donc non, ça s'est fait de façon assez
assez instinctive. Je suis allée chercher sur Internet tous les renseignements, tous les conseils techniques. C'était quelque chose qui couvait un peu et j'attendais finalement juste une occasion de le faire. Et l'occasion, ça a été ce roman-là qui était achevé et qui ne demandait que ça. Alors, premier roman, première rentrée littéraire de septembre, je pense que c'est un petit peu violent. Je voudrais juste revenir, il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux à la lecture de ton roman, c'est quand même cette grande maîtrise et surtout dans le rythme. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un travail avec ton éditrice ou est-ce que c'est toi qui as impulsé entre les phrases courtes et les phrases longues? Comment s'est fait la cuisine interne en fait? Le travail Déjà, avec l'éditrice. déjà, merci beaucoup. Alors en fait, donc il faut savoir que j'ai une façon d'écrire particulière, on peut dire, dans le sens où j'écris uniquement avec une phrase par ligne. Je vais à la ligne après chaque phrase, ce qui a pu en déconcerter certains. Mais en fait, pour moi, c'est justement une façon de trouver un rythme. En fait, c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire ça que j'ai vraiment eu l'impression de débloquer un truc au niveau de mon style et d'écrire de façon plus juste et plus vraie et de commencer à avoir des textes qui m'appartenaient à moi vraiment. Et vraiment, ça me vient très naturellement. C'est juste automatique maintenant d'écrire comme ça pour moi parce que c'est, à mon sens, une façon d'imiter le rythme de la pensée et d'être dans une sorte de, alors je dis ça avec modestie, mais de flux de conscience et de suivre finalement le déroulé d'un monologue intérieur, d'une réflexion. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement et qui marche très bien pour moi. Et puis après au-delà du style, il y a quelque chose qu'on a souvent tendance à faire quand on débute dans l'écriture, c'est qu'on veut bien écrire avec des mots très soutenus, finalement imiter un peu Zola et Flaubert. Sauf que on est en 2020 et à mon sens, c'est un peu compliqué de continuer à écrire comme Zola et Flaubert parce que c'est plus une langue de notre époque, c'est plus en ces termes qu'on réfléchit, c'est plus comme ça qu'on fait l'expérience du monde. Et donc en ce sens, c'est important pour moi d'avoir aussi une langue, un style qui sont fluides, qui sont... il y a une vraie recherche de vocabulaire, d'images, etc. Mais d'être dans quelque chose, en tout cas, j'essaye de pas prétentieux, de pas déconnecter, quelque chose, encore une fois, de très centré sur le ressenti des personnages, de très, enfin, j'essaye en tout cas de très intime et universel à la fois. D'être dans cette espèce d'imitation de ce qui peut se passer dans la tête des personnages et voilà, de fluidité, d'emporter le lecteur avec moi dans les moments de stress, les moments de méditation, les moments de dialogue, avec autant de naturel que possible. Et c'est pas quelque chose qui s'est fait en concertation avec mon éditrice, c'est quelque chose que je travaillais un peu depuis quelques temps et qui a abouti avec Les Déviantes. Alors justement, je veux rebondir parce qu'il y a Valérie qui fait la réflexion que tu es née donc on va dire au 21e siècle, parce qu'en fait le 21e siècle, ouais, c'est la limite, bon, en 2000. Je suis à la limite. Voilà. On est en 2020. Est-ce que tu estimes que ta génération va apporter des nouveaux sujets, des sujets en plus et des livres nouveaux? Oui, c'est quelque chose dont j'ai vraiment la conviction. Dans le sens où on est, alors vraiment là je vais faire des généralités sociologiques de café de comptoir, mais on est une génération à qui on a promis certaines choses, à qui on a enseigné certains modèles qui ne tiennent plus aujourd'hui. Typiquement, le modèle travaille bien à l'école, fais des études, tu auras un travail et ça se passera bien et tu auras des études. Ça ne marche pas, ça ne marche plus, pas quand on a du chômage de masse, la crise écologique, maintenant la crise sanitaire. Enfin, on voit bien que les anciens modèles ne tiennent plus pour la nouvelle génération. Et je pense que ça nous force, en tant que jeunes, à réfléchir à de nouvelles grilles de lecture, à de nouveaux projets, à de nouvelles mentalités. Et j'ai l'impression qu'on est une génération à la fois très consciente du fait que le monde est dur et que le monde va être de plus en plus dur, mais aussi très optimiste, très dynamique, avec plein de nouvelles idées, énormément de respect, de bienveillance, d'ouverture d'esprit. Et c'est quelque chose qui me porte beaucoup et j'ai vraiment très hâte de voir les œuvres, les travaux, les projets que vont porter les gens de mon âge parce que je pense que ça va être fantastique. Alors justement, on va revenir sur la question de génération. Il y a Florence qui demande, est-ce que ce n'est pas difficile de se projeter dans l'avenir avec un personnage quand on n'a pas encore vécu sa propre vie pleinement? Waouh. Quelle question. Ce qu'il faut voir, c'est que quand j'écrivais Les Déviantes, j'étais dans la projection constante finalement. Quand j'écrivais Iris, je pensais à ma propre projection dans ma potentielle future vie de couple. Quand j'écrivais Anastasia, j'avais ma projection de ce que pourrait être ma carrière. Donc, je dirais que mes personnages étaient une sorte de laboratoire de ma propre vie adulte et que je n'ai
pas de réponse quant à ce que sera ma vie et aucune certitude quant à l'adulte que je vais devenir. Mais en tout cas, le roman était une formidable occasion de mettre à plat les choses, de lisser mes questionnements et d'avoir, j'espère, une forme de lucidité là-dessus. Donc, mais c'est sûr que c'est un exercice très intéressant de se projeter dans le futur. Et je remarque que quand j'écris, j'aime bien avoir des passages qui ne me ressemblent pas, justement pour projeter moi ce que je suis aujourd'hui, à ce que je pourrais être, à ce qui nous distingue, à ce qui nous réunit. Je trouve que c'est très enrichissant comme expérience. Alors Pascal, lui, il voudrait savoir pour qui as-tu le sentiment d'écrire? Pour toi, pour une personne que tu aimes ou pour les autres? Oh, c'est une jolie question. Je pense qu'il faut écrire pour les trois à la fois. Parce que si on n'écrit que pour un public, on va être très vite dans quelque chose de mercantile, de stratégique. Si on écrit pour plaire, ça se sent, je pense. Et c'est pas ce dont j'ai envie. Si on écrit que pour soi, c'est souvent très juste et très fort et très... Et oui, et très intense. Après, c'est vrai que quand on écrit que pour soi, sans volonté d'ouverture au reste du monde, c'est pas forcément une écriture qui peut s'ouvrir au reste du monde, qui peut aller toucher d'autres personnes. Et si on écrit que pour quelqu'un d'autre, et bah pareil, on va avoir du mal à toucher d'autres personnes. Donc je dirais que c'est un mélange des trois à la fois. Il faut arriver à trouver des sujets, des thématiques qui nous parlent à nous en tant qu'individus, parce que sinon on n'aura pas de passion, on n'aura pas d'envie d'écrire et ça se sentira. À des personnes qu'on aime, parce qu'on a besoin d'avoir comme ça des gens en tête, des visages auxquels on s'adresse un peu quand on écrit, des modèles d'inspiration. Et puis aux inconnus, parce que c'est ce qui est magnifique dans la littérature, c'est qu'on se retrouve à toucher des gens avec qui on n'a jamais échangé le moindre mot. Et c'est vrai que là, pour moi, le fait d'être pour la première fois lu par des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et dont j'avais envie et hâte aussi. Et c'est vraiment, ça me porte, ça me touche beaucoup et ça me donne que davantage envie de continuer à écrire comme ça pour mes trois publics. Moi, mes proches et puis le public plus large. Est-ce que tu as eu la chance de faire des rencontres dans des librairies et d'avoir des retours de lecteurs? Alors, pour ce qui est des rencontres, ça a été rendu un petit peu compliqué par la crise sanitaire, comme on peut s'en douter. C'est vrai qu'il y a la plupart des salons du livre, etc., qui ont été annulés, malheureusement. Et là, le début on va dire ce mois de septembre a été à ce titre assez paralysé parce qu'il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu d'événement, on était vraiment dans le flou. En revanche, dans les prochaines semaines, il y a pas mal de choses qui s'annoncent. Je vais avoir différentes rencontres en librairie, notamment un lancement la semaine prochaine à Paris, mardi 13 au soir. Et puis voilà, différentes rencontres en librairie, aussi en salon. Donc je vais avoir quand même un petit peu de rencontres, bien que ça reste moins que ça l'aurait été pour une rentrée classique. Mais le côté positif, c'est que les gens, j'ai l'impression, sont d'autant plus présents en ligne, d'autant plus dans l'envie de dialoguer, d'échanger. Et à ce titre, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, dans le sens où j'ai pu parler avec beaucoup de lecteurs et avoir beaucoup de retours et beaucoup de conversations plus larges qui ont été très enrichissantes et vraiment qui m'ont beaucoup émue et transportée. Et d'ailleurs, comme ce soir, finalement, on est dans une forme d'échange et de dialogue qui est hyper précieuse pour moi en tant que jeune écrivaine. Donc voilà, j'ai eu des échanges, moins que sans doute et de façon différente que ce que ça aurait été dans un autre contexte, mais tout aussi enrichissant et tout aussi motivant. C'est parfait. Donc, on a fait le tour des questions. Moi, je voudrais vraiment te remercier, dire à nos amis lecteurs qu'il faut absolument aller acheter en librairie, soit à Tulle, dans la librairie Trarieux de Céline, le livre Les Déviantes, qui est sorti donc le 20 août chez Belfond, dans toutes les librairies de France. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet. Vous avez sur la page de la rencontre de Capucine un petit bouton qui vous permet d'acheter dans une librairie indépendante la plus proche de chez vous ou en version numérique Les Déviantes. Céline, merci beaucoup d'avoir animé cette rencontre. J'espère merci à vous. Merci Céline. Tout s'est bien passé. Merci Capucine d'avoir pris le temps de nous. En tout cas, c'était avec grand plaisir. On te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Moi, je pense que tu vas avoir un grand parcours parce qu'on sent vraiment une grande maturité dans ton écriture et que ce premier roman est vraiment... Il y a une fulgurance quand même dans ce roman. Donc... Merci beaucoup. Le prochain, pour voir ce que ça donne. Je serai là, je serai au rendez-vous. Super bien. Donc, bonne continuation, bonne rencontre avec le public. Merci beaucoup Céline, merci Capucine et à très vite.